ce qui est un peu logique. Et les chiffres du BCI nous prévient qu'on va avoir plus de 50 000 personnes en plus comme demandeurs d'emploi. Grâce à cette crise ou à cause de cette crise, on s'est aussi rendu compte que euh, tout ce qui était métier précaire, entre guillemets, toutes les personnes qui étaient dans vraiment les métiers de base, eh ben, ils sont dévalorisés et c'est ceux qui ont été les plus utiles lors de cette crise. Il faut bien se rendre compte que finalement, que ce soit au niveau du secteur hospitalier ou autre, c'est tous ces emplois-là qu'on en a besoin, qui ont continué à tourner malgré tout. Et donc, cette crise a vraiment révélé l'utilité et la nécessité d'augmenter, de les revaloriser. Ensuite, dans le négatif de cette crise, on s'est rendu compte aussi beaucoup de la disparité sociale et du fait que beaucoup de métiers et beaucoup de personnes ont été malheureusement les premières victimes de cette crise, ben, c'est ceux qui étaient déjà défavorisés. C'est ceux qui avaient déjà difficile à l'accès au travail et à l'emploi. Et donc, la crise n'a fait qu'évidemment qu'augmenter les pauvres, on va dire le moindre mal par rapport à ça. Cette crise aussi a développé aussi une énorme fracture numérique. On en parlera un petit peu par après. Donc ça, c'est tout ce qui est négatif. Évidemment, on va parler du chômage économique, etc. Ça a développé au niveau négatif. Après cette crise, on va revenir un peu au positif. Cette crise aussi a apporté quand même beaucoup de positifs en même temps, même si c'est compliqué. On ne va pas rentrer dans tout ce qui est macroéconomique, je crois qu'il y a déjà eu un live qui s'est fait. On va vraiment rester plus centré sur nos domaines. Mais par exemple, on s'est rendu compte quand même que les employeurs, par le fait qu'il y a eu plus de 100 000 demandes de chômage temporaire, ce qui explique aussi que ces employeurs veulent garder quand même le plus possible leurs employés. Parce que sinon, donc ça, c'est une chance. On va garder un petit peu le positif par rapport à ça. Une des chances, ben, c'est le service public qui a pu faire ce genre de partenariat, à continuer à offrir ce service avec ses partenaires. Et ça, on discuterait que ce soit Randstad ou des autres partenaires, par exemple, nous, pour Actiris. On a maintenu quand même donc notre priorité qui est d'assurer le service, un service, même s'il est différent, on en parlera aussi, on a gardé nos services. Il y a eu plus de télétravail pour les personnes, plus de 30% de télétravail par rapport aux personnes qui travaillaient dans des structures, plus de formations en ligne, plus de webinaires, plus de créativité, que ce soit au niveau associatif ou autre. Je trouve aussi que on a basculé plus facilement au digital, et ça, c'est intéressant. Et donc, vous allez me dire, ça, c'est vraiment le général, le positif de la crise. Mais concernant les demandeurs d'emploi, qu'est-ce qui s'est passé de positif? Ben, qu'est-ce qui s'est passé de positif? C'est que pour moi, en tout cas, la première des choses, c'est ce que je dis aux usagers, aux demandeurs d'emploi, c'est surtout qu'il ne fallait surtout pas arrêter sa recherche d'emploi, qu'il fallait rester actif, euh, qu'il fallait continuer à postuler, ne pas perdre espoir, parce que c'est déjà très compliqué de rester bien optimal par rapport à sa recherche d'emploi. Et si évidemment on reste 3 4 mois en se disant, bah, tiens, c'est pas grave, il n'y a plus rien, c'est foutu, il n'y a personne qui engage, tout est fermé, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai. Donc, il fallait continuer et il faut encore continuer à postuler et à rechercher du travail. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que vous allez me dire, donc j'ai parlé de la fracture numérique. On s'est rendu compte aussi que donc beaucoup de personnes n'ont pas fait, on n'a pas continué avec du présentiel, mais on sait donc le présentiel, donc du face-to-face, et donc beaucoup de personnes, entre autres moi, des jeunes et même des moins jeunes, qui me disaient «Ah oui, mais moi je ne sais pas faire ça». Donc moi, mon CV en ligne, c'est hyper compliqué parce que déjà, voilà, moi j'ai du mal, ou j'ai pas de PC, comment je peux faire? Et donc il y a toute une démarche aussi positive qui était vraiment d'abord de garder un lien. Donc c'était la priorité. Je pense que pour vous aussi, Aline, c'était d'abord Tout à fait. Nous, on a vraiment mis le paquet sur notre côté créatif où dès la première semaine, toute mon équipe s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc bah, là, effectivement, on s'est organisé, on a envoyé des invitations à tous les candidats en proposant justement de les entraîner à comment se connecter à ce virtuel. Ça peut être des lives, mais ça peut être aussi un contact très individuel via vidéoconférence. Alors c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde.
mais on a vraiment rusé, hein. Donc ça a été via Messenger, via Hangout, via WhatsApp. Donc on a vraiment fait toutes les couleurs des réseaux qui puissent exister sur Internet. Et bah, finalement, c'est ça, hein, pour nous, ce qui a vraiment été très chouette, c'est d'une part la créativité, le challenge, parce que ce qui était avant n'est plus maintenant, hein. Il y a de nouveaux secteurs qui ont évolué. Et donc, c'est aussi notre mission d'expliquer aussi ben, qu'est-ce qui a évolué dans le marché du travail et comment ça fonctionne maintenant. Et puis, ce que j'ai trouvé très, très intéressant lors du confinement, c'est la collaboration, l'entraide qu'il y a eu vraiment entre, d'une part, Actiris. On n'aurait jamais cru avoir des réunions à plus de 40 personnes avec le On se disait partenaire là tout à Actiris l'heure, sur c'est que différents projets. Et puis, il y a aussi le monde associatif et le monde privé, finalement, qui se sont associés pour pouvoir fournir aux personnes qui en avaient le besoin un service le plus optimum possible. Donc, ça a été vraiment une période, voilà, moi je garde vraiment cette période-là comme challenge, créativité et collaboration. Pour moi, c'est vraiment le résumé de la période de confinement. Mhm. Maintenant, on passe à la prochaine étape qui est bah, déjà, hein, qui a déjà commencé depuis quelques semaines et qui, bah, cette semaine, a franchi un pas en plus puisque l'ORECA a redémarré, Mhm. qui est l'étape du déconfinement et qui est l'étape, bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, hein, puisqu'on nous a quand même annoncé entre 15 et 20% de faillites Mhm. sur Bruxelles, avec le nombre de chercheurs d'emploi qui devrait augmenter. Alors, vers quoi on se tourne? Moi, je dirais, ben, on garde toujours le mot créativité et oser sortir de sa zone de confort. Il y a des marchés, effectivement, qui vont peut-être un peu moins bien, mais il y a d'autres marchés, au contraire, qui ont décollé. Mhm. Je pense notamment à tout ce qui est service au niveau local, donc les magasins de quartier, les circuits courts, tout ce qui touche à l'environnement. Donc il y a vraiment une relocalisation au niveau de différents services qui ne fait qu'augmenter. Et donc c'est vrai que si, bah, si le politique suit, je trouve que ce serait vraiment très très chouette. Ça va vraiment promouvoir des emplois dans la région bruxelloise. Il y a aussi le côté médical qui, bah là, effectivement, a augmenté en termes de recherche. Donc, c'est vrai que si vous avez la vocation, c'est le moment. Hein, soyons honnêtes. Tout ce qui est Ouais. agroalimentaire aussi, hein, c'est un Oui. marché qui n'a pas connu la crise puisque ce sont vraiment les besoins de première nécessité. La grande surprise, tout ce qui touche à l'environnement. Si vous avez des doigts d'or pour la mécanique dans les vélos, c'est le moment aussi. Il y a Ah, des files d'attente de quelques mois pour faire réparer son vélo. Tout ce qui est agent de sécurité. Donc, il y a vraiment des aussi, choses ouais. qui sont mises en place, des agents de prévention, donc pas forcément des secteurs où on demande un haut niveau de qualification. Il y a un peu de tout, évidemment, dans le secteur médical, on l'entend bien, il y a des attentes au niveau de qualification, mais non, le secteur bouge. Et je trouve que, bah oui, c'est vrai qu'il y a une fracture numérique, mais il faut se lancer dedans. Et c'est notre rôle à nous, donc en tant que secteur privé, en tant que secteur public Actiris, de faire en sorte que cette fracture bah voilà, se limite le plus possible parce que c'est vers ça qu'on va. Euh, Tout à fait. vers Et ça c'est qu'on ça doit. que quand on est face, j'aime beaucoup, enfin, la phrase, une clé, c'est d'être, en tout cas, nous, pour notre part, c'est vraiment d'être le réseau de ceux qui n'ont pas de réseau. C'est vraiment, c'est une phrase je salue Grégor au cas où, mais c'est vraiment cette phrase, mais c'est vraiment ça. Ça veut dire se dire que toutes ces personnes-là, c'est vraiment à nous, en tout cas, par rapport à Actiris, de se retrouver le réseau, le lien entre justement toute cette nouvelle forme. Et c'est vrai qu'on était parti, on travaille déjà avec des solutions par rapport aux demandeurs d'emploi et on active. Ça veut dire que moi, face à moi, quand j'ai des demandeurs d'emploi, ben, il est clair et net qu'il faut, comme tu dis, se réinventer, être créatif, partir de ses compétences et de se dire, ben voilà, ben qu'est-ce que tu fais? Tu es peut-être attiré pour ça, mais est-ce que tu penserais pas je n'aime pas beaucoup le mot métier en pénurie parce que je trouve que déjà c'est péjoratif et quand on le dit, ça fait déjà, c'est négatif. Je parlerais de métier VIP ou de métier d'avenir, bien au contraire, et on attendra d'ailleurs le mois de juillet pour avoir la nouvelle liste. Mais c'est clair que ces métiers-là, il faudrait les mettre en avant. Ça veut dire que
bah, là, du coup, on revient comme des structures bah, comme TIN ou d'autres ASBL qui pourraient réorienter les jeunes dès la 5e, 6e secondaire vers ce type de métier ou autre. Parce qu'effectivement, nous, quand ils arrivent chez nous, bah, il y a différents publics. Où il y a des personnes qui me disent bah, moi, je ne sais pas du tout quoi faire, je suis sortie de l'école, je suis perdue, j'ai fait un choix, en vérité, je ne sais pas. Je sais pas. Et concrètement, donc évidemment, pour mettre cette personne-là face à l'emploi, ben, il y a tout un cheminement, il y a tout un coaching, tout un travail qu'on fait. Et donc, la valorisation de ce genre de métier passe aussi, moi, je trouve déjà par le choix des études, mais on a un rôle primordial. Ça veut dire vraiment mettre en connaissance les formations, évidemment, les langues. On s'est bien rendu compte que les langues, d'ailleurs, c'est ce que je disais à tous mes chercheurs d'emploi, c'est le moment de bosser à fond sur les langues parce qu'on sait, par exemple, que d'ici 2030, la Flandre, on sait qu'elle aura plus de pourcentage que de pensionnés, que ce serait vraiment le challenge avec cette jeunesse bruxelloise qui pourra aller assumer les emplois. Et donc, il y a les langues, il y a évidemment bah, toute la fracture, on parle numérique, mais donc digitale. Donc, toutes ces formations, il y a des tas de partenaires euh, qu'on a qui ont développé mais des formations juste géniales par rapport à ça. Donc ça, c'est vrai que c'est la base. Mais aussi développer, je pense que ça aussi que vous le faites aussi, c'est qu'il y a toute cette forme, cette nouvelle forme de recrutement, quoi. Donc moi, j'avais par exemple beaucoup de jeunes qui me disent, bah, tiens, moi, voilà, mon CV, déjà, il n'est pas terrible, mais en même temps, je suis super stressée dans les entretiens d'embauche, je sais pas trop comment me tenir, je sais pas répondre quand on me dit ça. Ben, c'est clair que maintenant, on passe de plus en plus vers des entretiens virtuels. Donc Mm. nous-mêmes, on doit effectivement réorienter, ben, se dire, ben oui, déjà, OK, c'est peut-être moins des entretiens, tu seras peut-être pas sur place, mais comment on répond face à un écran? C'est ce qu'on se disait, ben, c'est quoi ton fond d'écran? Comment t'es habillé? Enfin, je veux dire, toutes des techniques aussi que tu dois développer. Et donc, ça aussi, c'est un changement qu'effectivement, qui est beaucoup, même si on savait qu'on tirait, on allait aller, et beaucoup de structures se préparaient déjà à ce genre, par exemple, d'entretien et de recrutement en ligne. En tout cas, pour certains secteurs, ça se faisait déjà pour des secteurs. Mais c'est vrai que se dire, bah, tiens, en tant que vendeuse ou en tant que je serais quand même aussi un entretien d'embauche par téléphone. Moi, j'ai une fille qui me dit, mais moi, je panique, le téléphone, c'est pas mon truc, parce que moi, ça marche bien, comment je vais faire? Et donc, c'est ça qu'il faut décortiquer. Donc, c'est vrai qu'on a dû s'adapter aussi nous-mêmes, finalement, avec une rapidité à toute cette nouvelle forme, non seulement de besoin, mais aussi donc que ça soit les métiers, mais aussi les formations. Donc ça veut dire que c'est vrai que moi j'ai face à moi des personnes et je vais plus leur dire bah tiens réfléchis, réinvente-toi. Ben, comme tu expliquais l'histoire des vélos, c'est vrai Oui. c'est vrai, tu vois, où tu te dis, ben voilà, spécialise-toi peut-être dans ça, ou les métiers d'avenir, ou tu vois, les énergies maintenant durables, ou se dire, ben, tout ce qui est homemade, ben, ça fonctionne bien. Tu veux te lancer comme indépendant, ben, pourquoi pas, il y a des tas de choses Allez, qui love sont... yourself. Mais oui, Oui, tout à fait. Oui. des autres partenaires, tu vois, vraiment se dire par rapport à ça. Donc, c'est clair que allez, que ce soit les métiers d'avenir ou même sur place, il y a encore beaucoup. On doit se réinventer nous-mêmes. En fait, finalement, eux doivent être créatifs, mais nous aussi d'abord. Oui, si, bien sûr, bien sûr. L'exemplarité, quoi. Et c'est ça qui est chouette. On a commencé des lives avec le projet Et pourquoi pas toi, qui est un projet pour les jeunes NEET, où effectivement on abordait la thématique de comment bien se présenter, comment bien faire son CV, et tout de manière virtuelle. Et donc, bah, ça, c'était extraordinaire. Et on sentait que les gens, en même temps, avaient besoin d'être orientés au niveau du marché du travail, mais surtout avaient besoin d'être en connexion. Et nous, on voulait vraiment être présent pour les gens, être en contact, parce que parfois, c'est vrai qu'il y a, pour pouvoir rechercher un boulot, parfois il faut aussi être bien avec soi, et donc du coup de pouvoir reprendre contact avec voilà, des gens qui accompagnent était très valorisant pour eux. Parce que c'est vrai qu'au début, ils se sont dit, oh, on va jamais y arriver, on se sent Oui. seul. Mais le fait de pouvoir passer par les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, enfin voilà, Mhm. on a contribué à ça en tout cas. Donc voilà. Donc, c'est le pourquoi pas toi, c'est ça? Et pourquoi pas toi? Et Oui, pourquoi pas toi? mais qui est un partenaire en fait. Hein. Oui, 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 oui. On a Projet réalisé NIT.
quelque chose d'assez inédit puisque c'est le projet NIT entre Ras El Hanout, Tina SBL et Randstad Reismar. Donc le privé et l'associatif s'est vraiment mis ensemble pour pouvoir d'une part voilà, associer les compétences, mais aussi associer le réseau et la méthodologie. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui dure maintenant. On va bientôt fêter nos 2 ans. Donc voilà, hein, c'est pas toujours gagné d'avance, mais c'est vraiment quelque chose qui nous permet de trouver des solutions pour les jeunes, en tout cas de Bruxelles. OK. Voilà. Alors, je vois OK. pas vraiment de questions pour l'instant. Oui, moi aussi. Enfin, je sais pas, Je vois c'est les toi qui… commentaires, mais il n'y a pas de questions. OK. On reçoit beaucoup d'encouragements, beaucoup de merci, OK. mais pas forcément de questions. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions par rapport au marché du travail, par rapport aux procédures, par rapport à des interrogations que vous avez éventuellement par rapport au futur. Je ne dis pas qu'on a toutes nos réponses, toutes les Oui. réponses, mais en tout cas, on est là pour y répondre, en tout cas. Ça, c'est sûr. Pour essayer en tout cas. Mais oui, et peut-être aussi, ben, alors en profiter aussi pour dire ben, justement un peu toutes les solutions qu'on peut offrir, en tout cas pour notre part, pour arriver comme tu expliquais, par exemple chez nous. Donc, ben, ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir qu'effectivement, on a toute une démarche. Donc, chez Actiris, on peut arriver parce qu'on a n'importe qui a n'importe quelle question à poser. Et donc, ça, il passe par le contact center, il peut prendre rendez-vous ou pas. Et puis, il y a nos demandeurs d'emploi qui ont un plan d'accompagnement pendant 1 an. Et donc, notre public cible, il est super élargi. Donc, ça peut partir d'une personne qui vient de sortir de l'école comme une personne qui est en chômage depuis plus de 5 ans. Et c'est vrai qu'on doit s'adapter et que nos solutions sont adaptées. Et donc, à chaque fois, on change, d'où on a des partenariats avec, que ce soit Randstad ou d'autres, ou Daoust, parce qu'effectivement, un accompagnement d'un 50 plus n'est pas un accompagnement d'une personne qui vient de sortir de l'école, d'une personne qui vient de sortir de son bachelor, etc., etc. Et donc, ça, c'est intéressant. Et souvent, je trouve que l'information passe très mal. C'est vrai que ce soit le service public ou comme les intérims, on a une espèce de préjugé, d'étiquette de me dire, bah tiens, moi j'ai souvent entendu ça. Hein. Oui, mais de toute façon, Actiris, laisse tomber, ça sert à rien. Comme les intérims, quand je parle d'intérim, on me dit, ouais, mais je suis inscrite depuis 10 ans dans des intérims, ça me sert à rien. Et en fait, c'est vraiment déjà parce que les gens ne sont même pas au courant de tout ce qui se passe et de tous les services qu'on offre et de tous les types d'accompagnement qu'on offre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous intéresser, que ça soit, comme elle dit Aline, aujourd'hui, parce que vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, ou alors de vous orienter vraiment vers des sites Internet ou des numéros parce qu'il y a des tas de choses, il y a des tas de services, des tas de types d'accompagnement, de partenariats qui sont possibles, que ce soit à tous les niveaux. Je veux dire, quand je regarde, c'est quasi impossible de se dire je ne suis pas prise en charge. C'est pas possible parce qu'il y a vraiment de tout. Ça peut aller de la personne, donc face à moi, je peux avoir des personnes qui sont masterisées entre guillemets et il leur manque la petite formation SAP ou data analyst et qui me dit ben voilà, moi je suis perdue, voilà, j'aimerais bien avoir cette petite formation, comme une personne qui veut complètement se réorienter, qui dit ben voilà, moi j'ai bossé pendant 20 ans, je suis comptable et j'ai envie de faire de la boulangerie et pâtisserie. C'est possible aussi, comme d'autres personnes. Mais ça, pour ça, donc il y a des tas de possibilités. Mais c'est vrai que l'information, je trouve que n'est pas assez. Les personnes ont toutes des préjugés, en fait. Se disent, bah, tiens, moi, c'est juste ça, on me donne juste ça, je ne vais pas aller plus loin. L'intérim, par exemple, beaucoup chez moi ne savent même pas que Randstad ou Daoust, vous avez tout un autre volet que les annonces, comme chez nous, Actiris. Je dirais le service Select, mais en même temps, il y a le service qui s'occupe de tout ce qui est CV, accompagnement 50+, et de se dire, ben voilà, donc franchement, je vous invite vraiment à aller regarder, que ce soit sur nos sites ou… Alors, j'ai une question. Enfin, il y a plusieurs questions pendant que tu parles, je suis en train de lire les questions. Oui, vas-y, Aline, c'était… Alors, j'ai la question qui nous demande qu'est-ce qu'on devrait changer, la chose qu'on devrait changer si on avait une baguette magique concernant le projet NIT, hein, qui est la question de Grégor Chapelle. Ouais. Nous, en fait, on y a déjà pensé et d'ailleurs, on est en train de faire changer des choses puisque on s'est mis, donc tous les partenaires ensemble discutent pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut améliorer les choses. Et on s'est dit qu'on ne se connaissait pas suffisamment
entre nous déjà. Et en plus, il y avait quand même pas mal d'incertitudes. Comment on va faire avec les nouvelles règles sanitaires? Et donc, on a décidé de créer un réseau de partenariats entre nous via les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp ou Facebook, ça on ne l'a pas encore décidé. Mais en tout cas, pour vraiment avoir plus d'échanges entre collaborateurs, entre partenaires. Parce qu'on se rend compte qu'on travaille souvent dans notre petit coin et je pense que c'est la même chose hein, entre les partenaires, entre actrices. Il n'y a pas encore suffisamment d'échanges. Et ça, Mhm. c'est vraiment quelque chose qui doit venir finalement, je ne sais pas si ça doit venir au niveau des institutions. Moi, je pense que ça doit aussi venir de nous-mêmes, de Je pense pouvoir aussi. créer ces moments. Et c'est ce qu'on a décidé de faire, en fait, dans le cadre de Projet NIT. On a décidé de créer des moments entre partenaires pour échanger sur des thématiques, pour travailler sur différents projets pour vraiment aller plus loin. Donc, ça, c'est vraiment une des choses qu'on veut vraiment apporter par rapport à ce projet. Et puis, je vois qu'il y a encore une question. Donc, quelqu'un a un diplôme, un master en psychologie. Et ça Mhm. fait maintenant 2 ans que la personne n'a pas encore trouvé de travail. Est-ce qu'on aurait des pistes concrètes? Alors, je ne sais pas Alors, si tu as enfin, envie si tu de veux, t'exprimer. Moi, je peux aussi, enfin, peu importe. ouais, on fait un mixte. On Je fait un donne les mix. propos. On fait. Ben, d'abord, c'est au cas par cas. Donc, cette personne qui a un master en psychologie, ben, il faut voir aussi alors où elle postule, comment elle postule. Donc, nous, la première des choses à faire, c'est effectivement voir un peu son CV, sa lettre de motivation. Qu'est-ce qu'elle attend? Parce que des fois, souvent, des personnes nous disent, ah non, moi, mon CV, il est nickel, ma lettre de motivation, elle est nickel. Et des fois, on se rend compte qu'une petite chose, deux petites choses peuvent changer. Et donc, des fois, ça se joue à ça. Donc, déjà, par rapport à ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'elle attend? Dans quel domaine précis elle aimerait travailler? Comment elle fait pour postuler? Où est-ce que ça bloque? Est-ce que ça bloque? Est-ce que moi je pose souvent la question quand on me dit ben voilà, ça fait 3 ans que je postule. Je dis OK avec le même CV, oui, donc première chose. Donc peut-être ça serait chouette de le refaire, de l'améliorer. Il y a toujours moyen de l'améliorer. Puis ensuite, est-ce que tu as des réponses ou pas? Parce qu'une personne qui n'a pas de réponse, c'est encore autre chose. Une personne qui a des réponses, qui a des entretiens, des fois ça bloque dans les entretiens. Ça, c'est déjà la deuxième des choses. Et puis, ainsi de suite, faire tout le parcours avec elle, quoi. Mais donc, cette personne, je l'inviterais en tout cas, si elle n'est pas, ou on l'oriente vers un partenaire, de se diriger, ben, sûrement qu'elle a dû être accompagnée ou pas. Et puis, des fois aussi, c'est se dire, ben, ça prend du temps. Des fois, ça prend du temps aussi. Des fois, le temps, qu'est-ce qu'elle est prête à accepter, qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à accepter. Euh, c'est ça aussi. Est-ce que c'est voilà, une personne qui a les langues, qui n'a pas les langues, pourquoi, dans quel domaine? Il faut vraiment décortiquer. C'est pas aussi ça. C'est pas. En fait, c'est aussi l'idée. Des fois, je comprends la frustration. C'est de se dire, bah, tiens, moi, j'ai étudié. Je suis sortie, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait 6 ans d'études, ça veut dire que je sors et tout de suite, le marché de l'emploi s'ouvre à moi. Ben, non, des fois, c'est pas spécialement comme ça. Il faut se laisser le temps. Et puis, des fois, ça se joue à des petites choses. Donc, vraiment, remotiver la personne et surtout pas désespérer, quoi. Donc, en tout cas, et les outils, donc vraiment se sentir le plus accompagné. Des fois, ça se joue vraiment à des petites choses. Moi, j'ai vu vraiment des personnes qui étaient coincées pendant un an et demi et vraiment, le fait d'avoir déjà bien ciblé les offres d'emploi pour lesquelles elle postulait, le fait de retravailler son CV et qu'elle avait une nouvelle dynamique, eh ben, c'était reparti. La personne a pu trouver tout de suite du travail, quoi. Des fois, ça se joue vraiment, des fois, euh, allez, à des petites choses, quoi. Le fait déjà qu'elle n'y croit plus, ben, ça se joue dans les entretiens. Ça, Aline, tu peux en parler. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est vrai que parfois on a ce petit côté magique où parfois les gens viennent juste à une séance d'info, ça les rebooste, ça les motive. Le lendemain, ils ont un entretien d'embauche, on n'a rien fait, hein. Et Mhm, ils l'ont pourquoi? Parce qu'ils croient de nouveau en eux. Et donc, c'est vrai qu'on sous-estime parfois le pouvoir magique de l'énergie qu'on peut dégager aussi. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, bien sûr, mhm. mais il y a des fonctions qui sont plus difficiles que d'autres. Mais je pense que ça fait partie des éléments déclencheurs pour trouver un emploi. Et souvent, ce que les gens négligent, c'est travailler leur réseau, qui actuellement est hyper important et qui probablement l'a toujours été.
mais travailler son réseau vaut parfois beaucoup plus qu'avoir un bon CV, une bonne lettre de motivation, parce que ça permet d'être là avant que l'offre arrive sur le site d'Actiris ou sur les sites de Stepstone, hein, finalement. Donc, Ouais, ça, je ouais. pense que c'est surtout pour les métiers liés à la psychologie, hein. Je suis moi-même psychologue, donc du coup, enfin, ça dépend dans quel réseau on se situe, mais c'est sûr Mmh. que le réseau est important. Donc voilà. Mmh. Maintenant, si la personne a encore d'autres questions par rapport à son profil, qu'elle n'hésite pas à nous recontacter via Ouais. KSBL ou qu'elle aille sur le site de Reismat Randstad. Elle trouvera de quoi faire un accompagnement chez nous ou même chez Actiris. Il y Oui, a toute la chez nous liste des aussi. partenaires. Donc voilà, si vous tapez Ouais, ouais, ouais. Activis, les différents partenaires, vous aurez de quoi répondre à votre question. Alors, il y a encore une autre question qui est arrivée. Donc, pensez-vous que la crise va permettre une ouverture vers la création d'emplois dans le secteur du développement durable, économie circulaire, etc. Est-ce que finalement, il y a une conscientisation suite à la crise? ben, Moi, si je peux me permettre, je pense que directement, oui, quelque part, ça s'est vu assez rapidement. Mmh. Est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, je n'ai pas ma baguette magique, je n'en sais pas, je ne le sais pas. Je pense aussi que si on veut changer de mode de consommation, on doit chacun changer également de façon d'agir et de façon de consommer. Et je l'espère. Je ne suis pas devin, mais je l'espère effectivement qu'il y aura un développement du secteur de l'économie durable, locale. Mmh. Mais ça, je pense qu'on ne sait pas encore le dire maintenant. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, Ekima, par Non, rapport ben, à ça. comme toi, comme je suis positive et comme toi, c'est ce qu'on espère parce que tout ce constat, ben, on espère qu'effectivement, on se rend bien compte que, ben, ça soit comme on en discutait ce matin, les petits commerces ou tout ce qui est, ben, j'espère que ça va être valorisé et en même temps l'économie d ben, c'est l'avenir. Donc j'espère que ça va rester une priorité effectivement par rapport, à ça. Ça, c'est clair et net. Mais je voulais rajouter aussi par rapport à la jeune fille, enfin, je sais pas qui a parlé du master. Aussi souvent par rapport au CV, on en parle souvent donc parce qu'on est persuadé aussi que quand on fait des études, heu, toute forme d'études d'ailleurs, c'est ce qu'on met en avant dans nos CV et il faut pas oublier que beaucoup maintenant, on parle des soft skills, des compétences. Et donc, par exemple, une personne que j'aurais en face à moi, master en psychologie ou psychologue ou autre, des fois en discutant avec elle, je dis: «Mais tiens, mais tu as fait quoi?» «Oui, mais donc» elle a son CV nickel, bien fait, donc je me rends compte qu'elle a mis toutes ses stages, ses études et en discutant avec elle, elle me dit: «Bah oui, mais tiens, j'étais bénévole dans telle structure, mais en étudiante, j'avais fait ci, j'en fais ça». Mais je dis: «Mais pourquoi tu l'as pas mis?» «Oui, mais non, parce que je veux que ça soit focus, psychologie, focus enseignante, focus sociologue, focus ça se fait pas. Moi, je cherche vendeuse, c'est pas intéressant que je dise que je suis bénévole, animatrice». Mais je dis: «Mais bien au contraire». Bien au contraire et ça, je pense qu'aussi c'est la réelle, nouveauté qu'il faut mettre ça dans la tête, c'est qu'il y a les compétences. Je ne dis pas que les diplômes sont pas importants, attention, ils sont toujours importants parce que je ne veux pas non plus me retrouver, mais les compétences, c'est vraiment l'avenir. C'est-à-dire que c'est ça qui est génial. C'est vraiment, les compétences transversales, c'est de se dire: «Bah, tiens, cette personne-là, non seulement, bah, voilà, elle a étudié, en psychologie ou autre, mais en même temps, elle a su gérer un groupe, si elle était, je sais pas, ça peut aller de scout à du bénévolat ou, des compétences, de dire, bah, tiens, ça veut dire qu'elle est en même temps, elle sait gérer, elle a du mini management en elle, elle est sociable, elle a fait ci, elle a fait ça. Et ça, souvent, souvent, les jeunes n'osent pas le mettre. Alors qu'on se rend compte qu'il y a des tas de compétences, que les personnes ont des tas de compétences, hormis leurs études, hormis leur ancienne compétence professionnelle ou leur ancienne valorisation des études. Et donc ça, c'est vraiment un message que je voulais faire passer, c'est de valoriser ses propres compétences. Même si je ne parle pas de la valorisation des compétences, donc du partenaire qu'on a pour des personnes qui sont éventuellement pas qualifiées, qui n'ont pas d'études, mais vraiment de se dire, sur ce papier, avant de faire ce CV, moi je dis toujours, bah, tiens, écris tout ce que tu as fait. Quand je te dis tout ce que tu as fait, ça veut dire de manière bénévole, pas bénévole, que tu as l'impression qu'il n'est pas pris en compte, je sais pas moi, des tas de choses. Mais ça, et alors, bah, tout le travail qu'on fait, c'est de travailler ses soft skills, quoi. Donc ça, c'est un petit message que je voulais faire passer aussi. Et je rebondis sur ce que tu dis, Akima, avec le travail bénévole, parce que j'ai une question. Comment travailler son réseau? C'est pas toujours être donné à tout le monde, c'est pas évident, c'est vrai.
Mais quelque part, le bénévole, par exemple, le milieu associatif, c'est déjà un premier pas pour travailler son réseau. D'ailleurs, la SBL, la Teen ASBL, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mhm, J'avais rencontré à l'époque une personne qui n'y travaille plus, mais voilà, elle était assise à côté de moi dans une réunion et tout bêtement, tu fais quoi? Je fais quoi? Et puis après, on va plus loin. Et je pense mhm. que le réseau, c'est vrai que c'est pas facile quand on est introverti. Hein, parce que finalement, ça tient que de soi, le réseau. C'est de pouvoir euh, être au courant, s'associer avec des gens pour finalement être là au bon endroit, au bon moment. Oui, c'est Alors, vrai. est-ce qu'on offre des accompagnements sur les réseaux? Oui, je pense que dans le cadre des ARAE, par exemple des ateliers recherche active d'emploi, il y a, pour chez nous, en tout cas, je ne vais pas parler pour les autres partenaires parce que je ne connais pas le programme de tout le monde, mais effectivement, on le fait. On suscite comment construire son réseau pour que ce soit durable, en tout cas. Oui, Voilà. et pour nous aussi, c'est une solution. Donc, enfin, c'est une des formes de solution, c'est ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, comme tu expliques, on n'a pas toutes les offres chez Actiris, on n'a pas toutes les offres, enfin, les intérims n'ont pas toutes les offres. Quand on regarde qu'il y a 140 000 postes vacants et nous, on n'en reçoit que, je veux dire, que 12 000. Donc, s'il y a des employeurs, ben voilà, n'hésitez pas à nous contacter parce que souvent on me dit ouais mais bon Actiris ben, c'est pas de notre faute, nous on fait avec ce qu'on nous donne, donc ça veut dire qu'il y en a 128 000 qui sont éparpillés, mais ce qu'il y a aussi c'est vrai que le réseau c'est énorme quoi. Ça fait partie, c'est ce que moi aussi c'est une enfin, des pistes de solutions, c'est dire c'est clair tu postules sur internet, tu postules, mais le réseau bien sûr tu gagnes 6 mois d'avance, ce qui est pas donné à tout le monde quoi, et que ça soit au niveau associatif ou déjà dans les stages par exemple, c'est intéressant les personnes qui sont en fin d'année ou que ce soit dans nos formations, les stages en entreprise, vraiment de là commencer à réseauter. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut peut-être mettre déjà dans la tête des personnes, de nos jeunes en tout cas, c'est de se dire que voilà, même tes stages, c'est le moment ou jamais de commencer ton petit réseau, quoi, hormis l'associatif. C'est vrai que ça marche du tonnerre, les partenariats. Tu as d'autres questions, Aline? Parce que moi, je ne les Il y en vois a pas. plein. Moi, il y en a plein. Ouais. Alors, on parle ici des métiers en pénurie et la personne, donc Rebecca, se positionne en se demandant est-ce qu'on ne devrait pas déjà en parler dès la sixième primaire, de sensibiliser les jeunes secondaires, par exemple, et de les orienter vers les métiers en pénurie. Euh, voilà, là, je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, personnellement. Si je mon avis, mais ça n'engage que moi. Moi, j'ai pas forcément envie de sensibiliser les gens en les orientant, fais ce métier-là ou ce métier-là parce qu'on en cherche beaucoup. J'ai la perception que quand on est passionné pour un métier, on trouve toujours des solutions. Et je coach des jeunes dans le cadre d'un projet avec la Fondation Roi Baudouin et je les oriente toujours vers les métiers de passion, les métiers de talent. Parce que si on dit à quelqu'un bah, va dans l'informatique, c'est porteur et qu'il n'aime pas forcément, bah, il sera peut-être malheureux toute sa vie et le marché change. Donc, d'ici à quand la personne est en sixième secondaire, le temps qui réalise ses études, le marché a aussi changé. Donc, je sais pas. Voilà, je pense qu'il y a certainement d'autres personnes qui ont d'autres avis à ce niveau-là. Mais moi, je ne suis pas forcément pour, en sixième secondaire, de déjà demander aux jeunes d'aller vers les métiers en pénurie. Je pense aussi qu'il faut aussi leur laisser l'espoir d'aller vers un métier qu'on aime. Ça, c'est Oui, mon oui, point de vue. Peut-être, oui, voilà, chacun a sa manière de voir les choses. oui. Ouais. Ben oui, moi, pour mon avis de nouveau personnel, je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport à il faut faire ce que la personne, ce que le jeune aime. Par contre, je trouve que ça serait intéressant que vers la cinquième, sixième secondaire, par exemple, que ce soit au niveau des salons, des formations, que ce ne soit qu'on puisse avoir des formations pas sectaires. Ça veut dire que, par exemple, pour les métiers en pénurie, ben, ça va de maçon à électricien, informaticien à infirmier. Qu'est-ce qui serait intéressant, c'est qu'effectivement, il ne faut pas obliger de dire, bah, tiens, tu dois faire de l'informatique, c'est l'avenir, ou on a besoin de techniciens en électricité. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est que dans le même salon, il y ait autant les métiers, entre guillemets, techniques que professionnels. Et ça serait intéressant parce que déjà, moi, je me rends compte que dans les portes ouvertes et dans les salons, il y a certains métiers qui sont mis en valeur et d'autres pas. Et donc, pour moi, c'est déjà
une forme de mini-discrimination, c'est-à-dire que les gens ne sont même pas au courant. Donc, il y a plein de métiers que les gens ne sont même pas au courant. Et donc, ça serait intéressant qu'il y ait une mixité à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on gagnerait quand même du temps si ça se ferait en cinquième, sixième secondaire, parce que comme tu parlais de réseau, certains enfants bien accompagnés dans des bonnes écoles, entre guillemets, ou des parents soucieux, ou des parents qui sont déjà au courant, vont amener leurs enfants dans ce type de salon et puis d'autres pas. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve quand même avec des personnes qui arrivent chez nous ou qui sont même en première université ou deuxième, qui finalement font des choses parce qu'ils aiment pas trop, puis qui se rendent, oh, mais moi, en vérité, je savais pas, on m'a dit de m'inscrire, je me suis inscrit. Et souvent, ils perdent une année à 2 années. C'est vrai que je me dis, pas les obliger, mais en tout cas, bien s'informer, les orienter et qu'ils se laissent le temps. Donc, peut-être pas, voilà. Oui, tout à fait. Je pense que les jeunes, quand ils sortent de leur sixième secondaire, ont un manque d'informations Oui, total. totales sur ce qui existe. Et puis, on a le problème de notre enseignement qui dévalorise aussi un certain type d'enseignement que je trouve Mhm, bien dommage. Donc, je pense que si on avait une baguette magique, c'est revaloriser l'ensemble de tous les métiers mhm, et certainement leur offrir la possibilité de pouvoir aller sur le terrain et de voir tout ce qui existe en termes de tout à fait. profession. Parce que finalement, ils sont amenés à faire un choix au niveau des études et sans vraiment savoir si c'est Mhm. fait pour eux ou pas, hein. Ou Ouais, faire comme papa ou maman, ou faire parce que l'enseignement les a exclus et donc du coup, on n'a pas le choix de devenir dans telle ou telle profession. Et ça, c'est dommage. Donc ça, je ouais. pense qu'il y a un gros boulot. Un énorme boulot, un énorme boulot. Alors, il y Et a d'ailleurs, encore oui, tu as encore des questions? Oui. Oui, il y a Enfin, encore des questions. Bah, celle-là, ça, je ne sais pas si on saurait y répondre, mais c'est plutôt la problématique est aussi que le gouvernement régional ou fédéral ne sont pas tout le temps sur la même longueur d'onde, ce qui est vraiment dommage. Par exemple, la carte Activa qui n'existe plus en Flandre, mais bien sur Bruxelles et Wallonie, qu'est-ce qu'on peut y faire? Hmm. Ah, est-ce qu'on a vraiment la réponse? On le sait, et on le sait très ouais, bien. On a la problématique tous les jours. Et moi-même qui travaille avec la région bruxelloise et la région flamande, bah oui, c'est vrai. Et on est dans un pays riche de 3 régions avec ses avantages et ses inconvénients. Et le fait que bah, chacun prend des décisions séparément, ça ne facilite pas toujours les choses pour les chercheurs d'emploi, ça c'est ouais, sûr. Maintenant, qu'est-ce que pouvons-nous y faire? Je pense que bah, moi, j'ai pas vraiment la réponse, hein, oui. voilà, Moi aussi, sauf baguette magique. sauf baguette magique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez. Est-ce que l'intelligence émotionnelle peut être mise en avant dans un CV? Hmm, Ah, moi, je pense qu'elle est mise en avant avant le CV. Je m'explique. ouais, C'est la manière dont vous allez faire vos recherches d'emploi qui va dégager, qui va montrer quelle est votre intelligence émotionnelle. Le fait de pouvoir créer des contacts, créer du réseau, c'est déjà en soi une intelligence émotionnelle et quelque part, ça ne se démontre certainement pas dans un CV, mais ça va se démontrer tout de suite dans votre façon d'être, bien avant le CV. Euh, hmm, Moi, je vais être honnête, il y a des gens que je connais qui n'ont pas forcément des hauts diplômes et qui ont trouvé un boulot sans même avoir fait un CV ni une lettre de motivation. ouais, Parce qu'ils se sont présentés dans un magasin et qu'ils ont fait une bonne première impression. Et ça, moi, j'appelle ça l'intelligence émotionnelle, d'avoir toutes les aptitudes, toutes les attitudes pour pouvoir trouver un emploi. Je dirais même que c'est une qualité essentielle avant même qu'un CV est bien fait, parce que vous avez beau avoir un beau CV, quand vous allez en entretien d'embauche, quand il n'y a pas le reste, vous avez ouais, rarement l'emploi. Hein. Je pense qu'il y ouais, a aussi, on peut être très objectif par rapport aux compétences, mais il y a aussi le feeling par rapport au candidat, par rapport à l'attitude, est-ce que ça va bien se passer ou pas. ouais. Donc voilà, je pense que l'intelligence émotionnelle est avant le CV et pendant l'entretien, mais en tout cas certainement l'utiliser avant de réaliser ton CV, le CV. Alors, peut-on valoriser ces années d'expérience à la place d'un diplôme?
C'est possible avec la valorisation des compétences, quoi. Pense, hein, ouais. Ça Et ça dépend, dépend dans quel secteur aussi, hein. ça dépend quel secteur. Donc je vous invite vraiment sur le site justement de la VAE, des validations des compétences, mais donc ça il y a certains secteurs où c'est possible avec, donc toute une petite, formation avec des tests et donc c'est possible. Ça peut être, que ce soit au niveau, d'un Il y a métier comme d'une au niveau des études mmh aussi, mh. Il y a heu d'une part la valorisation des compétences, certainement pour le secteur public, là effectivement le diplôme, actuellement est toujours demandé, oui, même si ça n'a pas changé. non. Maintenant dans le privé, le diplôme n'est pas toujours indispensable, pour certaines fonctions. Je vais dire, c'est pas, les compétences sont souvent, plus mis en avant que le diplôme, en tout cas dans le privé. Dans le privé plus que le public, oui. Et Dans ça, le public, c'est sûr, oui, ouais. c'est vrai. Donc, Par rapport à ça, c'est clair. Tu as alors, j'essaie de descendre dans le Facebook. Alors, question: comment Actiris lutte contre la discrimination à l'emploi? ah Oh! voilà, mais j'allais venir, j'allais venir avec ça. Mais non, mais parce qu'on a parlé justement bah, ça faisait partie de la crise aussi, des personnes les plus touchées et tu sais quand on parlait aussi de la 5e, 6e secondaire, ben comment elle lutte. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 80 des personnes qui sont par exemple inscrits, des demandeurs d'emploi, sont d'origine étrangère. Et donc en 2019, on a pu, faire un monitoring qui a bien montré qu'au niveau de la discrimination, qu'on avait énormément, de travail, à faire et qu'il était plus difficile de trouver, donc ça a été prouvé, on va dire, c'est pour ça que ce monitoring est important, cette étude, qu'il était plus difficile de trouver un emploi quand on était d'origine étrangère et même quand on était qualifié. Et il y a aussi, en plus, non seulement ça, mais en plus de ça, on s'est rendu compte aussi que beaucoup de personnes cumulaient en plus les discriminations. Donc vous imaginez, je le cite toujours en exemple, mais c'est vrai, je suis moi-même un exemple. En étant une femme, si en plus je cumule d'origine maghrébine, qui porte le foulard, voilà, etc., etc., ben évidemment, je cumule toutes des chances, enfin, entre guillemets, pas de chance pour moi, quoi. Et donc, ça a été prouvé. Et face à cette étude, donc, on a tout un service qui est justement le service antidiscrimination au sein d'Actiris. Alors, qu'est-ce qui fait le service antidiscrimination? L'idée du service antidiscrimination, c'est que toute personne, évidemment liée à l'emploi, je tiens à préciser, parce que beaucoup de personnes disent, ah oui, non, liée en tout cas à l'emploi, la recherche d'emploi, qui pourrait se sentir discriminée ou qui a vu qui a vécu ou qui voit une discrimination par rapport à l'embauche, peut contacter notre service antidiscrimination. Donc ça aussi, il faut regarder, il y a le numéro qui est gratuit, le 0800 35 089, mais en même temps, on peut contacter dans les antennes aussi, parce que dans chaque antenne bruxelloise, il y a un référent anti-discrimination. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la discrimination? C'est que déjà, des fois, on a l'impression, d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'une discrimination, parce que des fois, ça peut, ah ben tiens, j'ai senti, je veux quoi. Donc, l'idée déjà d'avoir une écoute d'une personne, donc le service, il y a autant de personnes qui vont vous écouter, qui vont vous orienter, qui vont vous accompagner, vous dire oui ou non si c'est une discrimination, d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez aller plus loin? Donc, il y a tout un service en même temps juridique. En même temps, de se dire ben, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, vous accompagner durant tout ce processus. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que le service antidiscrimination fait tout un travail préventif. Tout un travail préventif pour se dire, bah, tiens, si tu es face à cette discrimination, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce qu'une discrimination? Moi-même l'ayant vécu, des fois, on ne sait même pas c'est quoi. Des fois, on a tellement l'habitude que lors d'un entretien d'embauche, on ne peut pas nous demander, bah oui, bah, si tu es une femme, oui, vous comptez avoir des enfants, vous avez combien d'enfants? Ah oui, d'accord, ok, ils sont petits, ils ont quel âge? Ben, toutes ces petites choses-là, il faut le savoir déjà, et moi je trouve que dans les préparations d'entretien d'embauche, on devrait d'ailleurs aussi préciser, parce que c'est quand même 80 je veux dire, de notre public cible par rapport à nous, qui peuvent être discriminés ou qui le sont ou pas, mais en tout cas qui peuvent l'être. Et donc, on revient un peu à l'information, ce qu'on disait par rapport à l'orientation
des choix de ces métiers VIP, je dis, pour pas dire métiers en pénurie. Pour moi, ça serait une piste de solution aussi. C'est que le service anti-discrimination est comme toutes enfin, il y a des partenaires, hein, il y a aussi Océane Actiris, mais voilà, il y a nos partenaires aussi. C'est de se dire qu'à partir de la 5e, 6e secondaire, ça serait intéressant, ou des personnes qui terminent aussi leurs études, avant même d'être lancées sur le marché de l'emploi, connaître, savoir qu'est-ce qu'on peut me dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas me dire. Et à partir de quel moment je peux mettre une limite ou à partir de quel moment ça devrait s'arrêter. Qu'est-ce que je dois faire si je suis face à ces discriminations? Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de discrimination. Mais peu de gens portent plainte. Peu de gens portent plainte parce que beaucoup de gens, limite, ont normalisé. Et moi, je le vois parce que je suis aussi référente en antidiscrimination. Et il est clair que, par exemple, des gens sont beaucoup plus à l'aise euh, intuitivement, viennent chez moi se dire, bah, tiens, il y a ça, mais en vérité, voilà, je peux te le dire parce que peut-être que tu l'as vécu, peut-être, tu sais, je suis super mal à l'aise parce que, et des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai parce que des fois, il y a les deux côtés. Des fois, je dis, ben non, vas-y, fonce. Et d'ailleurs, une des formes, c'est que beaucoup de gens se freinent eux-mêmes, me disent, mais non, laisse tomber, moi, je vais même pas postuler parce qu'avec ça, je sais qu'on va même pas me prendre. Et donc, il y a un travail à faire avec les personnes, comme il y a un travail à faire face aux employeurs ou autres, quoi. Et donc, ça, je trouve que, par exemple, Actiris, non seulement a développé via ce service, mais en même temps, je peux être témoin et la preuve que au niveau interne, on est aussi un exemple. Parce que beaucoup d'entreprises ou de services publics parlent de cette diversité, cette tendance, parlent de la discrimination, mais dans l'exemplarité, il y a encore du travail. Et moi, je peux être fière de dire qu'au sein d'Actiris, par le fait que voilà, je suis là face à vous, je peux témoigner du fait que déjà au niveau, et je le sens au niveau des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, quand ils arrivent en antenne, se dire, tiens, ah ouais, donc c'est vrai, c'est possible. C'est Mhm. possible. Elle est là, il est là, voilà. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment une plus-value, quoi. Et donc, je ne sais pas si toi aussi tu voulais rajouter, Bah, parce que je disons sais que que le plus Randstad. important de ce que fait Actiris, c'est tout le côté employeur, le volet employeur, où ils font avec le département diversité, Diversité. les Ouais. plans de diversité au sein des entreprises, parce que nous, on travaille beaucoup dans ce chemin-là aussi, où on doit aussi aller à la rencontre des employeurs, les sensibiliser, leur proposer des candidats, vraiment déconstruire les préjugés, les stéréotypes. Et ça, finalement, Actiris offre ça aussi au niveau des employeurs, en collaboration avec divers partenaires hein, dont on fait partie. Mhm. Mais là, je pense aussi que c'est une action que vous faites. Donc, quelque part, vous êtes actif au niveau des chercheurs d'emploi hein, pour finalement les soutenir dans leur démarche. Et d'autre part, aussi du côté des employeurs, parce que finalement, tu as raison, hein, ce sont les deux qu'il faut vraiment changer de comportement. D'une part, les entreprises, mais d'autre part aussi les chercheurs d'emploi à oser aller plus loin et ne pas porter ce fardeau sur leurs épaules, en tout cas. Et ça, je trouve que c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et donc, je lance un appel aussi ici, c'est que vraiment, il faut vraiment de plus en plus avoir cette habitude de signaler tout acte discriminatoire, parce que ça doit devenir quelque chose vraiment de ne pas rester frustré. Il y a des structures, il y a des personnes compétentes, des fois des personnes, je sais que beaucoup, dans le service antidiscrimination, ils me disent, mais tu sais, rien que de les écouter, ça m'a fait du bien. Rien que le fait de se sentir écouté, ça me fait du bien. De savoir que quelqu'un prend note et que c'est un fait et qu'il y a toute une procédure et se dire, donc il ne faut pas hésiter, il faut signaler, parce que moi, je suis persuadée que petit à petit, les choses changent. Encore de nouveau, si j'avais ma baguette magique, ça serait beaucoup plus vite. Mais bon, voilà, la baguette magique, elle n'y est pas. Mais je suis persuadée que, voilà, avec un peu de volonté, le fait qu'on ait confiance, que ce soit dans les services publics ou autres, de se dire, tiens, voilà, c'est vrai que finalement, je vais peut-être pas changer grand-chose, mais si un signalement, plus un signalement, plus un signalement, évidemment, je pense qu'on peut y arriver, quoi. Et donc, ça aussi, c'est intéressant. On a encore d'autres questions. Alors peut-être qu'il y aura des gens un peu frustrés parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Donc voilà. Mais une autre question, c'est concernant les métiers qui vont disparaître à cause de la digitalisation. Est-ce qu'on en tient compte lorsqu'on accompagne les gens vers la formation? Donc ça, c'était une question. Mhm. Pour mon cas à moi, oui, on en tient vraiment compte.
parce que je trouve que amener les gens à faire une formation qui ne servira à rien, voilà, maintenant, nous, on ne dispense pas de formation, hein, donc on n'est pas ni Mmh. de formation ni autre, donc qui sommes-nous pour en juger? Mais c'est vrai que ben, quand on oriente une personne, on prend quand même du recul par rapport à ça. Surtout si la personne a encore beaucoup d'années en termes de carrière et savoir que dans 1 an, 5 ans ou 10 ans, parce que ça peut aller très vite, son métier va disparaître. Oui, moi personnellement, en tant que partenaire, on en tient compte. Je ne sais pas, Akima, si est-ce que vous en tenez compte chez Actiris? Oui, oui, oui. Et de toute façon, nous-mêmes, nos formations, donc on a nos partenaires, hein, que ce soit Bruxelles Formation ou autre. C'est pour ça qu'on est beaucoup lié à cette liste de métiers qui est renouvelée, par exemple, de pénurie. Mais oui, Bruxelles Formation aussi et les autres partenaires adaptent leur formation par rapport évidemment au métier. On va pas, enfin, on fait quand même attention à ça, en sachant que généralement, comme Bruxelles Formation ont des taux positifs de 80% qui ont un taux positif vers un emploi, quoi. Donc en Mhm. plus, non seulement c'est des formations qui sont orientées, mais en plus ils ont tout de suite, ils arrivent beaucoup mieux à trouver du travail, quoi. Mhm. Donc Alors une autre, c'est plutôt une réflexion. Le comportement envers les intérims a aussi bien changé. Il faut revoir ses relations avec son intérim et créer un lien de confiance et une bonne entente entre le chercheur d'emploi et l'intérim. Oui, ça c'est vrai. Moi, j'ai commencé ma carrière dans l'intérim comme consultante en intérim. Et à la base, l'intérim était pour des petits travaux de courte durée, 1 jour, 2 jours. Et maintenant, sur Bruxelles et partout en Belgique, l'intérim a vraiment évolué où il y a quand même beaucoup de CDI. On recherche énormément de personnes pour des contrats à long terme. Donc oui, la relation avec l'intérim bouge comme dans tout mmh, secteur. Et donc c'est vrai d'avoir une relation de confiance, c'est important parce que finalement c'est ce qui constitue, on en revient toujours, le réseau, hein. Et donc oui, ça c'est sûr. Alors, certains services ne sont pas assurés par Actiris, comme celles qui ont été citées notamment en termes de soft skills, intelligence émotionnelle. Est-ce qu'Actiris renvoie automatiquement les jeunes demandeurs vers des structures complémentaires, des partenaires? Alors, je pense oui. que Akima, tu as la réponse. Ah oui, c'est la base. C'est-à-dire que Actiris n'a pas la prétention d'avoir tous les services. On a notre service Graé pour tout ce qui est CV ou autre, mais c'est ce qu'on peu on avait dit à l'introduction, l'introduction du live, c'est que bien évidemment nos partenaires, on a des partenaires essentiels. On a des partenaires essentiels à tous les niveaux, que ça soit au niveau des intérims, au niveau des soft skills, au niveau du coaching. On parle beaucoup donc on a nos coachs à nous-mêmes, on a aussi des coachs, tout ce qui concerne nos partenaires intérim, on a des partenaires ALE, les missions locales, les CPAS, on a des partenaires, la maison d'enfants, on a énormément de partenaires. On travaille pas, on n'a pas la prétention de se dire qu'on a toutes les solutions. Et je trouve que justement, Aline parle du réseau, et moi je suis persuadée que l'avenir c'est vraiment ça. Et surtout sur Bruxelles. Je dis toujours Bruxelles, c'est tout petit, et c'est Mm. ça qui est intéressant, c'est que si on arrivait encore mieux à réseauter, on sera beaucoup plus efficace. On n'est pas dans une dynamique, en tout cas pour ma part, je parle au nom d'Actiris, ou de se dire, ben voilà, que nous-mêmes, on offre tout et c'est chez nous et c'est comme ça. Bien au contraire, quand vous êtes, en tout cas, si vous avez un plan d'accompagnement chez nous, la première des choses, c'est qu'évidemment, on oriente vers nos partenaires si un des services n'est pas assumé par Actiris. Et je trouve que c'est vraiment une plus-value. Parce que même dans nos partenaires, on a différents partenaires et c'est ça qui est intéressant. Des fois, ça va plus, il y aura un matching qui sera beaucoup plus efficace chez certaines personnes chez un type de partenaire et d'autres. Et c'est ça qui fait qu'un conseiller ou une conseillère va savoir adapter ce matching entre le partenaire et la personne qu'elle a face à elle. Non pas parce qu'un partenaire est meilleur que l'autre, mais de se dire, bah, tiens, je sais que là, ça va mieux aller. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'un grand groupe, d'un petit groupe, du face-to-face. Et donc, c'est vraiment ça. En toute humilité, en tout cas pour ma part, je pense que voilà, on n'hésite pas, nous, à orienter vers des partenaires.
Et justement, une question qui arrive aussi, qui, à mon avis, va faire le lien à ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'Actiris est capable de faire pour les SDF afin de les insérer dans le marché du travail? Alors, quand c'est les SDF, donc en fait, c'est un partenaire. Actiris n'a pas évidemment toutes les solutions. Que ce soit, on a des fois des partenaires, des personnes qui viennent effectivement, qui sont sans abri ou qui vivent d'autres problèmes sociaux ou plus graves. Et là, évidemment, directement, on oriente vers les partenaires, que ce soit les missions locales où on a des ASBL qui s'occupent vraiment de l'accompagnement des SDF, on les oriente vers ces partenaires. On n'a Vous pas la avez prétention, des voilà, projets bien spécifiques hein, par bien rapport à ça. spécifique. Oui, 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 bien spécifique. Ça veut dire que, il y a des choses sur lesquelles on sait qu'on va pas pouvoir prendre en charge, même si on aimerait ou pas. Et donc on sait qu'il y a des structures qui sont spécialisées, qui ont l'habitude de ce genre d'accompagnement, donc on oriente. Et d'ailleurs, je trouve que c'est la manière la plus professionnelle de répondre à des besoins, c'est qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins dans l'instant T, et c'est surtout connaître, on revient au réseau, c'est savoir orienter vers des partenaires qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus le temps, beaucoup plus l'expérience d'accompagner ce type de personnes. Je sais pas. Alors, oui, je vois les autres. Oui, une petite comparaison avec la VDAB, mais je pense qu'on tourne autour de la même question qui fait usage des consultants bien-être qui mettent le focus sur le bien-être de la personne, pauvreté, habitation, dette. Ben là aussi, on a encore, on peut encore se tourner vers le réseau des partenaires dits APS, hein, qui sont des Mhm. partenaires compétents dans le domaine. Hein. Donc, je crois que c'est un peu ce que tu Oui, avais signalé. oui. Alors, je vois Alors, plus d'autres. APS, dans le jargon, Aline, tu as parlé dans le jargon, APS, accompagnement public spécifique. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Le truc. Mais nous, la Grey fait aussi ça, hein, au niveau, peut faire aussi, ouais. En tout cas, au niveau de l'estime de soi, la motivation, ils font aussi, ils ont tout un. Mais on a nos partenaires quand c'est vraiment des cas plus précis et beaucoup plus. Les partenaires. La force du partenariat. Ouais. Tout à fait. Alors, je vois plus d'autres questions. J'espère que j'en ai pas sauté une ou l'autre. Parce que mon PC s'est rafraîchi, je vais dire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ah, un nouveau commentaire. Ah, alors, bon, on va peut-être le lire. Hein. Donc, une association de tonnerre qui accompagne le public fragilisé avec des problématiques compliquées et dans une grande précarité. Ils sont au top. Merci pour ça. Merci. Mais je crois que c'est tout un réseau qu'il faut remercier. C'est tout un réseau de Mhm. partenariats et c'est vrai qu'on est nombreux à travailler pour aider. Et c'est vrai, j'ai cité APS, mais il n'y a pas voilà, il y a Mhm. des partenaires dans différentes spécificités et différents domaines. Et je pense que c'est une chance sur Bruxelles d'avoir cette collaboration parce qu'elle est vraiment présente. Elle Oui. est vraiment présente. Pour vous citer un exemple, moi qui travaille sur un projet qui sont les ateliers recherche active d'emploi, nous avions réunion tous les 15 jours avec Actiris pour voir l'évolution de la situation, pour pouvoir informer les conseillers en antenne qui travaillaient de chez eux, évidemment, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on ne faisait plus pour que de chez eux, ils puissent avoir l'information. Donc, c'est vraiment, c'est du travail, c'est du travail dans l'ombre, hein, bien sûr, hein, Mhm. mais c'est vraiment un partenariat qui est très fort. Donc, ça, je pense que c'est une chance de l'avoir, en tout cas sur Bruxelles. Oui. Voilà, je vois ce qu'il y Confirme. a encore. La formation de deuxième chance offre aussi des chances. Donc, ça, c'est Wari qui s'exprime. C'est une jolie phrase Oui, à retenir. à Pas mal. retenir. Ah, Formation de deuxième chance. tout à fait. Voilà, je pense que ça se termine tout doucement. Je ne sais pas jusque. Peut-être Ibrahim, si tu sais nous laisser un petit commentaire qui est à la régie. Il reste Voilà. 15 minutes, donc on a encore le temps de discuter. Ça, j'ai vu. Voilà, ok, parfait.
Hein, puisqu'Akima Super, est sur le virtuel et moi je suis sur Facebook. Donc n'hésitez pas on s'est à envoyer partagé vos questions. Qu'est-ce qui est pertinent pour vous actuellement? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Quelles sont vos incertitudes aussi, vos questionnements? Donc voilà, on est à votre Oui, on profite. disposition. Profitez-en. C'est le moment. On a quand même eu 64 commentaires. Ah oui, quand même, quand même. Quand même, hein. Une séance d'information en live. Je pense que la clé actuellement pour sortir de ce déconfinement, c'est vraiment euh, de prendre les bonnes choses et d'aller de l'avant et de sortir de sa zone de confort, très certainement, hein, de pouvoir oser à nouveau aller vers les institutions, de prendre contact avec et travailler le outreaching. Oui, Oui. effectivement, aller sur le terrain. Et il a raison, il a raison. Dans notre projet, pourquoi pas toi, on a quelqu'un qui est en théorie non-stop. Je dis en théorie parce que avec le confinement, ça a été beaucoup plus compliqué. On a essayé de toucher les jeunes le mieux qu'on pouvait via les réseaux sociaux, mais ce n'était pas évident. Mais le but de certains projets chez Actiris est d'aller réellement dans la rue pour aller à la rencontre de ces jeunes. Et je sais aussi qu'il y a la mission locale de Bruxelles-Ville qui avait organisé un bus pour Mhm. aller à la rencontre des chercheurs d'emploi dont on a plusieurs partenaires, on en fait partie. Hein, donc, on allait de commune en commune, des régions, des quartiers du centre-ville où on donnait des petits ateliers, où on sensibilisait pour que les gens viennent nous revoir par la suite, en tout cas. Donc voilà, je vois justement, on nous pose la question et comment on procède pour aller à la rencontre de ces jeunes. Ben justement, on organise des ateliers dans la rue, on utilise des bus. Enfin, on essaie vraiment d'être le plus créatif possible pour aller à la rencontre de la population bruxelloise, en tout cas. Sur le TIN, ouais. C'est sûr. Alors, autre chose. Et puis de profiter, comme tu dis, de tous ces moments, justement, de se dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que si j'ai un travail, est-ce que j'aime mon travail? Dans quoi je voudrais? Parce que beaucoup de personnes se sont posé des questions aussi, finalement, avec cette crise. Est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que je veux me réorienter ou pas? Est-ce que finalement, c'est vraiment un plaisir? Et de se donner du positif. Ça veut dire vraiment sortir de cette... je trouve qu'il faut en même temps rester positif parce que quoi qu'il arrive, qu'on ait un travail ou pas, de dire, bah, tiens, cette chance-là me fait que je vais prioriser. Je sais que maintenant, ça, je veux, ça, je ne veux pas. Et ça, je dois me former, et ça, je ne veux pas me former. Et qu'est-ce qui me manque? Et se dire cette énergie. En tout cas, reprendre une énergie vraiment positive par rapport à ça. Et on est là pour ça. Donc, vraiment, utiliser, c'est l'argent du service public, comme j'ai dit, des personnes. N'hésitez pas, je veux dire, les personnes, que ce soit les partenaires ou toutes les associations ou que ce soit... En fait, vraiment, on a un... Comme tu dis, sur Bruxelles, c'est vraiment une chance qu'on a, quoi. Que ce soit les services publics, les partenaires privés, ainsi que le terrain, l'associatif, qui joue un rôle énorme, en tout cas pour certains publics. Tu parles des NEET, entre autres, parce que les NEET, c'est pas des personnes qu'on va avoir, nous, spécialement, qui vont venir directement dans nos bureaux. Après, on peut les réorienter. Mais on a cette chance-là de pouvoir avoir différents services. Et donc, ça, c'est vrai il faut être informé, mais il faut surtout nous utiliser. N'hésitez pas à nous utiliser, en tout cas par rapport à tout ce qui concerne l'emploi ou autre, quoi. Il faut vraiment pas hésiter et de partir du positif, de se dire, bah, tiens, c'est vrai que je me suis mis, des fois, des personnes se mettent des freins eux-mêmes, en fait. De se dire tout seul, moi, je dirais que face à moi, des fois, j'ai des personnes, je ne vais pas dire plus de la moitié des personnes, mais disent, mais non, pour moi, c'est pas possible. Mais non, je peux pas retourner aux études. Mais non, ce boulot, c'est pas fait pour moi. Mais non, j'oserais jamais postuler dans le public. J'aurais jamais dans le privé. Enfin, des tas de freins que les personnes se mettent eux-mêmes, quoi. Et sortir, tu disais ça, de sa zone de confiance, quoi. Vraiment de, voilà, oser le changement. Faut oser. Positif, créatif et oser le changement, quoi. Ah, bah, je pense que c'est une belle conclusion de la fin finalement, parce qu'on nous demande tout doucement d'aller vers la conclusion. Je pense que voilà, tu as tiré la belle phrase de oser le changement. Euh,
puisque de toute façon, on est dans un monde de changement. Donc, prenez votre surf et surfez sur la vague. Je pense que on peut en conclure ça, surfer sur la vague de ce que le marché du travail va nous offrir. Il y aura des choses probablement moins faciles, mais il y aura aussi des belles choses, comme voilà, dans tout changement, dans toute crise. Donc, prenons ensemble le pas pour aller de l'avant. Et n'hésitez pas, on est disponible. Tout à fait. Et voilà, les personnes qui ont besoin de plus n'hésitent pas à contacter Tine si éventuellement, que ce soit pour Aline ou pour moi. Si on n'a pas répondu à toutes les questions, si encore des des On est commentaires ou autres, disponible. En on est effet, oui, parce que disponible. je vois qu'il y a des questions qui arrivent seulement maintenant, mais effectivement, il est un peu tard, donc je pense qu'on n'a plus de temps, puisqu'on nous a demandé de conclure, mais vous trouvez de toute façon nos coordonnées très facilement, hein, donc ça Ouais. n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous. Merci Aline, merci à Tine. Bientôt. Voilà Merci à la toi, rime. Dima, merci à toute l'équipe de Tina SBL Oui, on les et remercie. beaucoup de succès dans vos recherches d'emploi, en tout cas. À bientôt. Ciao.